Il existe des mondes où être quelqu'un de bien est un handicap. Des mondes où la morale fait perdre, où la loyauté coûte cher, et où survivre exige parfois de trahir ce que l'on est. Si tu vivais dans ce monde, que choisirais-tu? Devenir puissant quitte à être cruel? Rester fidèle à tes valeurs quitte à tout perdre? Ou comprendre le système sans jamais monter sur le trône? Ce monde, certains l'imaginent comme Game of Thrones. Mais ici, il n'y a ni dragon ni magie. Seulement des stratégies réelles, des alliances fragiles, des trahisons fatales. Et des hommes assez brillants pour devenir des légendes. La Chine des Trois Royaumes n'est pas une fiction. C'est un monde qui a réellement existé. Et c'est pour ça qu'il nous parle encore. Parce que cette histoire n'oppose pas le bien au mal. Elle oppose des choix, trois façons de survivre dans un monde brisé. Trois forces prises dans un même triangle. Le premier choisit le pouvoir. Le pouvoir assumé, pragmatique, lucide, parfois brutal. Cao Cao accepte la violence du monde et décide de la maîtriser. Dominer pour ne pas disparaître. Le second choisit la vertu, la fidélité, la fraternité. Liu Bei croit encore qu'un homme juste peut sauver un royaume, même si cela signifie perdre. Et entre les deux, un troisième homme. Il ne règne pas, il combat rarement, il n'est pas célébré comme un héros. Et pourtant, sans lui, rien ne tient. Son nom est Zhuge Liang, un stratège, celui qui comprend le jeu mieux que les autres, celui qui fait gagner sans jamais régner. À travers lui, une question traverse l'histoire jusqu'à nous. Dans un monde dominé par la guerre permanente, comment survivre sans renoncer complètement à ce qui nous rend humains? Bienvenue dans le triangle infernal des Trois Royaumes. Bienvenue dans Mintor raconte. Mais avant de raconter cette histoire, il faut comprendre comment elle nous est parvenue. Au IIIe siècle, l'histoire des Trois Royaumes est d'abord consignée par Chen Shu dans les Chroniques des Trois Royaumes. Un texte officiel, concis, écrit sous l'autorité du pouvoir en place. Mais ce récit pose problème. Il est trop court, il tranche trop vite, et il ne raconte souvent qu'une seule version. 2 siècles plus tard, au 5e siècle, un lettré change tout. Son nom, Pei Songze. Entre 372 et 451, sur ordre impérial, il reprend le texte de Chen Shu, il la note, il complète, il confronte avec d'autres sources. Pei Songze ne cherche pas à embellir. Il ajoute ce qui a été omis, il cite des versions contradictoires, il signale les zones d'ombre. En 429, soit plus de 200 ans après le premier écrit, son travail transforme notre compréhension de la période. Grâce à lui, les Trois Royaumes ne sont plus un récit figé, mais un champ de tension entre faits, mémoire et interprétation. Ce que nous lisons aujourd'hui, ce n'est donc pas seulement l'histoire d'une époque, mais le résultat d'un travail critique exceptionnel pour son temps. Et près de 1000 ans plus tard, cette matière historique deviendra un mythe, un roman. Le roman des Trois Royaumes, attribué à Luo Guangzhong, qui transformera l'histoire en légende et la légende en morale. Je prends le temps de poser le contexte, parce que trop résumer, ce serait perdre en qualité. Et pour comprendre les Trois Royaumes, il faut d'abord comprendre comment le monde chinois pense le pouvoir. Pendant longtemps, la Chine a pensé que l'ordre du monde était simple. Un empereur choisi par le ciel gouvernait les hommes. On l'appelait le fils du ciel. Tant qu'il garantit l'ordre, la justice et l'harmonie, son règne est légitime. Mais si famine, révolte et chaos apparaissent, c'est le signe que le ciel a retiré son mandat. Et ça change tout. Parce qu'en Chine, une rébellion n'est jamais seulement une affaire de pouvoir. Elle est morale, elle est cosmique et elle est nécessaire. Au IIIe siècle avant notre ère, bien avant les Trois Royaumes, à l'époque où la Chine est unifiée pour la première fois par un homme. Son nom, Qin Shi Huangdi. Son titre est déjà un message. Il ne se dit pas roi,
il se dit Huangdi, Auguste empereur, un titre inédit, presque divin, au-dessus des hommes ordinaires. Il unifie la Chine par la force, mais aussi l'écriture, la monnaie, les poids et mesures, les routes. Il initie la construction de grandes fortifications. Les ancêtres de ce qui deviendra plus tard la muraille de Chine, pas encore le monument que l'on connaît, mais une série de murs défensifs. L'Empire est enfin unifié. Mais à quel prix? Son règne repose sur la terreur, les travaux forcés, la censure, exécution massive de lettrés opposants. L'ordre tient, mais par la peur. À sa mort, l'Empire s'effondre presque aussitôt. Pour les Chinois, le verdict est clair. Le mandat du ciel a été perdu. De ce chaos, naît une autre dynastie, les Han, fondée en 206 avant notre ère par Liu Beng, un homme d'origine modeste, pas un conquérant mythique, un survivant devenu fondateur. Les Han conservent l'unification des Qin, mais changent presque tout le reste. Moins de violence, plus de morale. Le confucianisme comme socle politique. Sous les Han, la Chine prospère, une administration structurée, des ministres, des fonctionnaires, une armée organisée, des routes, des progrès agricoles, techniques, culturels, la poésie, l'histoire, le savoir. Pendant près de 4 siècles, l'Empire semble solide, presque éternel. Pour les Chinois, les Han deviennent la référence absolue. Encore aujourd'hui, l'ethnie majoritaire se nomme Han. Ce n'est pas qu'une dynastie, c'est une identité. Petite précision essentielle, souvent source de confusion. En Chine, une dynastie a un nom. Les Han, les Qin, les Wei. Un empereur, lui, a un nom personnel. Il adopte souvent un nom de règne et reçoit parfois un nom posthume après sa mort. Cette complexité n'est pas un détail. Elle explique pourquoi l'histoire chinoise semble parfois opaque et pourquoi elle est trop souvent simplifiée. À partir du IIe siècle de notre ère, tout commence à se fissurer. Les empereurs sont trop jeunes, trop faibles. Le pouvoir glisse vers les eunuques. Des hommes castrés, souvent très jeunes, recrutés pour servir au plus près du palais. Privés de descendance, ils sont jugés inoffensifs et deviennent les plus proches serviteurs de l'empereur et des princes. Avec le temps, ils contrôlent l'accès au trône, filtrent les audiences, vendent les fonctions, manipulent les décisions. Ils ne règnent pas officiellement, mais gouvernent dans l'ombre. En s'enrichissant, ils affament l'État. Les luttes internes gangrènent la cour. La corruption devient systémique. À cela s'ajoutent des catastrophes bien réelles, famines, inondations, crises agraires, déplacements massifs de population. Pour le peuple, le message est clair. Si le monde souffre ainsi, c'est que le ciel a détourné le regard. En 184, tout bascule. La révolte des turbans jaunes éclate. Menée par Zhang Jiao, une révolte paysanne, religieuse, messianique, elle affirme une chose simple et terrible. Les Han ont perdu le mandat du ciel. Ce n'est pas une rébellion marginale. C'est une explosion de désespoir collectif. Ils sont plus de 2 millions à se révolter. Et pour la réprimer, la cour impériale arme des généraux régionaux. Erreur fatale. Parce qu'en leur confiant l'armée, elle leur confie le pouvoir. L'Empire est sauvé en apparence, mais il vient de signer son arrêt de mort. Les années suivantes sont un effondrement en chaîne. Les eunuques sont massacrés. La cour impériale est vidée. L'autorité centrale disparaît. L'empereur est toujours sur le trône, mais il ne gouverne plus. La Chine devient un champ de bataille permanent. C'est dans ce chaos que 3 figures émergent progressivement. Cao Cao, maître du Nord, il gouverne au nom des Han, mais il contrôle tout. Liu Bei, héritier lointain de la famille impériale, il incarne la vertu et la loyauté. Sun Quan, au sud, il consolide un pouvoir régional stable, hérité de sa famille. Ils ne sont pas encore rois, ils sont des seigneurs de guerre, des survivants d'un monde sans règles. Ils se battent bien avant que les 3 royaumes n'existent officiellement. En 220, l'empereur Han abdique. Le royaume de Wei, le royaume de Shu
et le royaume de Wu, les trois royaumes sont nés. Mais le monde, lui, est brisé depuis longtemps, et c'est là que commence réellement mon récit. Pas en 220, mais avant, dans cette zone grise, entre empire et chaos, entre loyauté et survie. C'est là que se situe la bataille de la Falaise Rouge en 208. C'est là que l'unification échoue définitivement. Et c'est là qu'apparaît un homme qui ne cherche ni le trône, ni la gloire, mais qui comprend mieux que tous les autres le monde qui vient de naître. Zhuge Liang. Après l'effondrement de l'autorité impériale, les Han, une illusion persiste encore. L'illusion qu'un seul homme pourrait réunifier la Chine. Cet homme, c'est Cao Cao. Pour beaucoup, il n'est pas seulement le plus puissant, il est le seul encore capable d'imposer l'ordre. Et en 208, il pense que le moment est enfin venu. Au début du IIIe siècle, Cao Cao contrôle le nord. Il possède l'armée la plus nombreuse, la plus disciplinée, la plus expérimentée de son temps. Il gouverne officiellement au nom des Han, mais chacun le sait, le pouvoir réel est entre ses mains. Face à lui, le Sud n'est pas uni. Deux forces s'y font face. Elles ont des intérêts communs, mais ne se font pas confiance. D'un côté, Sun Quan, héritier d'un pouvoir solide, enraciné dans le sud-ouest, soutenu par une noblesse locale. De l'autre, Liu Bei, seigneur errant, sans territoire fixe, mais entouré de fidèles. Il n'a pas de base, il survit par ses alliances. Il sait une chose, seul il est déjà mort. Cao Cao, lui, est convaincu que le moment est venu de prendre le sud. Son objectif est clair, écraser toute résistance, réunifier l'empire. Il descend avec une armée immense. Les sources anciennes parlent de centaines de milliers d'hommes, des chiffres probablement exagérés. Comme le souligne plus tard Pei Sunzi, mais plus raisonnablement, Cao Cao aligne entre 200 000 et 240 000 soldats. En face, Sun Quan et Liu Bei peuvent à peine réunir 50 à 60 000 hommes. Sur le papier, la guerre est déjà perdue. C'est ici qu'intervient Zhuge Liang. Il comprend une chose essentielle. Séparés, ils seront écrasés. Ensemble, ils peuvent survivre. Zhuge Liang agit autant en diplomate qu'en stratège. Il convainc Sun Quan d'un point clé. Si Cao Cao l'emporte, il sera le prochain à tomber. L'alliance Shu et Wu n'est pas idéologique, elle est existentielle. La bataille se joue sur le fleuve Yangtze, à un endroit resté célèbre, la Falaise Rouge. Ce n'est pas une bataille terrestre, c'est une bataille navale. Et pour Cao Cao, c'est un problème majeur. Ses soldats viennent du nord. Ils sont excellents sur terre ferme, mais sur l'eau, ils sont perdus. Mal de mer, désorientation, fatigue constante. À cela s'ajoute le climat du sud, humide, étouffant. Les maladies se propagent, la logistique s'alourdit. Le moral baisse. Cao Cao prend alors une décision rationnelle, mais fatale. Il fait enchaîner ses navires entre eux. Objectif, créer une immense plateforme stable. Une sorte de route flottante. Sur le plan humain, c'est brillant. Sur le plan stratégique, c'est une erreur irréversible. À ce moment précis, deux hommes comprennent ce qui est en train de se passer. Zhou Yu, le commandant militaire de Wu, et Zhuge Liang. La tradition raconte qu'avant de mourir, à seulement 36 ans, Zhou Yu aurait murmuré « Puisque le ciel a fait naître Zhou Yu, pourquoi a-t-il aussi fait naître Zhuge Liang ?» Cette phrase ne vient pas des chroniques, elle vient du roman des Trois Royaumes. Ce n'est peut-être pas historique, mais c'est révélateur, parce que dans les Trois Royaumes, le génie n'est jamais seul. Zhou Yu et Zhuge Liang sont deux esprits rares, deux stratèges capables de faire basculer une guerre. Historiquement, ils furent alliés. Mais la littérature préfère le duel à l'équilibre. Elle transforme la coopération en rivalité. Et au fil des siècles, Zhuge Liang devient le stratège parfait, presque surnaturel. Zhou Yu, lui, reste brillant. Mais dans la mémoire collective, il devient celui qui vivait à côté d'un mythe. Mais à cet instant précis, il n'y a ni jalousie ni tragédie. Seulement deux hommes lucides face à une armée invincible. Ils ne cherchent pas à battre Cao Cao par la force. Ils savent que c'est impossible. Ils cherchent à briser sa structure, son système,
Zhuge Liang comprend que le temps est leur allié, que la maladie, la fatigue, le climat travaillent déjà pour eux. Il ne faut pas attaquer, il faut attendre le bon moment. Ce moment arrive avec le vent, pas n'importe quel vent. Un vent du sud-est, rare, imprévisible. Celui que les marins redoutent, celui que les stratèges attendent. La tradition raconte que Zhuge Liang aurait fait dresser un autel, qu'il aurait observé le ciel, calculé les cycles, puis annonce « Dans 3 jours, le vent changera ». Certains parlent de prière, d'autres de rituels. Les chroniques, elles, parlent de météorologie, mais le mythe a choisi sa version. Zhuge Liang n'attend pas le vent, il l'appelle, et le vent vient. Quelques jours plus tôt, Zhou Yu lui avait demandé 100 000 flèches, à livrer dans 3 jours, pas un de plus. Cela paraît impossible, mais Zhuge Liang accepte. Il fait recouvrir des bateaux de paille, il les envoie dans la brume face au camp de Cao Cao. Les soldats ennemis croient à une attaque, ils tirent des milliers de flèches. Les projectiles se plantent dans la paille. À l'aube, les bateaux reviennent, chargés, non pas de blessés, mais d'armes. Nous avons emprunté les flèches à Cao Cao. Cette phrase est devenue célèbre, attribuée à Zhuge Liang. Utiliser la force de l'ennemi, transformer son excès en faiblesse. Voilà la signature de Zhuge Liang. Et maintenant, le vent a tourné. Les navires incendiaires sont prêts, chargés de bois sec, de graisse, d'huile, de matériaux prêts à s'embraser. Ils sont envoyés comme des offrandes. En face, Cao Cao a fait enchaîner ses bateaux pour stabiliser ses troupes malades. Car une flotte enchaînée ne peut ni manœuvrer ni se disperser. Le vent souffle, le feu prend, puis il court, de coque en coque, de voile en voile. La fumée avale le ciel, les cordages deviennent des pièges, les soldats sautent dans l'eau glacée. C'est le chaos. En quelques heures, la plus grande armée de son temps devient un brasier flottant. Ce n'est pas la force qui a vaincu Cao Cao, c'est le vent, le feu, le temps. Les deux esprits qui ont compris que l'on ne brise pas un géant en le frappant, mais en le déséquilibrant. La bataille n'a pas commencé qu'elle est déjà finie. C'est un désastre. Les cris, la fumée, le bois qui éclate, les chaînes qui retiennent les navires comme des pièges, des milliers d'hommes meurent brûlés, noyés. La logistique de Cao Cao s'effondre. Son avantage numérique ne signifie plus rien. Son armée, déjà affaiblie par la maladie, se disloque. Cao Cao doit battre en retraite. La falaise rouge révèle une vérité fondamentale. La guerre ne se gagne pas toujours par la puissance, mais par la compréhension des contraintes invisibles. Zhuge Liang ne triomphe pas en imposant sa volonté. Il gagne en laissant Cao Cao tomber dans sa propre logique. Cao Cao n'est pas stupide, il est prisonnier de son modèle. Après la falaise rouge, une évidence s'impose. La Chine ne sera pas réunifiée. Pas tout de suite. Les territoires se figent, les équilibres se stabilisent. Les camps se reconnaissent désormais comme ennemis durables. Les 3 royaumes ne sont pas encore proclamés, mais ils existent déjà, dans les faits. Et surtout, une vérité apparaît clairement. Dans ce monde nouveau, la force seule ne suffit plus. La morale seule ne suffit pas. Les alliances et les trahisons sont monnaie courante. C'est dans ce monde instable, entre guerre permanente et équilibre fragile, que vont désormais se jouer les destins de Cao Cao, Liu Bei et surtout Zhuge Liang. Avant d'être une légende, Zhuge Liang est un homme discret, un homme qui observe plus qu'il ne parle. Zhuge Liang n'a rien d'un guerrier. Les textes le décrivent comme un homme élancé, au visage calme, souvent vêtu simplement d'une robe de lettré. Son regard est posé, jamais pressé. Il porte cet éventail de plumes devenu iconique. Ce n'est pas un symbole d'autorité, mais comme une extension de sa posture. C'est presque un tic. Zhuge Liang écoute. Il regarde. Il laisse le monde parler avant d'agir. Il vit retiré dans la région de Longzong, une modeste demeure des champs qu'il cultive lui-même. Il étudie les anciens textes, il observe les hommes, les rapports de force, les cycles de pouvoir. Son surnom dit tout, Wolong, le dragon endormi. Un dragon parce que son esprit est redoutable,
endormi parce qu'il n'a pas encore choisi d'entrer dans le jeu. Quand Liu Bei vient le chercher, Zhuge Liang n'a que 26 ans. Il n'a jamais commandé d'armée. Il n'a aucun titre officiel. Son statut est celui de lettré reclus. Dans la Chine ancienne, c'est une position respectée. Un homme capable de gouverner, qui refuse d'agir tant que le monde n'est pas prêt. Et pourtant, sa réputation le précède. Dans les cercles de lettrés, les plus sages et les plus célèbres érudits parlent de lui comme d'un esprit rare, un homme qui comprend le monde. C'est Liu Bei qui fait le premier pas, puis un second, puis un troisième. Ce geste deviendra une expression célèbre, les 3 visites à la chaumière. C'est une scène fondatrice et dit une chose essentielle, que le pouvoir commence par l'humilité. Quand Zhuge Liang accepte enfin de recevoir Liu Bei, il ne promet ni victoire ni gloire. Il parle d'autre chose. Il expose une lecture lucide du réel, une vision stratégique globale, un projet à long terme. Et ce moment porte aussi un nom, le plan de Longzong. Zhuge Liang y affirme quelque chose de radical. L'empire Han est déjà mort, même s'il respire encore. Il sait que Liu Bei ne réunifiera jamais la Chine par la force brute. Mais il voit ce que peu comprennent encore. Liu Bei possède une légitimité symbolique, une image morale, une fidélité affichée à l'idéal Han. Zhuge Liang ne pense pas en conquête immédiate. Il pense en termes d'équilibre, de survie politique de temps long. À la falaise rouge, il ne combat pas, il orchestre. Il observe la météo, il lit le terrain, il anticipe Cao Cao avant même que Cao Cao ne décide. Il ne cherche pas à écraser un ennemi supérieur. Il cherche à le déséquilibrer. Chez Zhuge Liang, la stratégie n'est jamais brutale. Elle est patiente, froide, presque impersonnelle. Ce n'est pas un stratège de l'instant, c'est un stratège du possible. Mais très vite, une fissure apparaît. Car Zhuge Liang n'est pas seulement un cerveau, il porte un poids, celui de l'idéalisme. Il croit sincèrement à la restauration d'un ordre juste, à un pouvoir fondé sur la vertu, à l'idée que le mandat du ciel peut encore être mérité. Zhuge Liang est peut-être l'homme le plus lucide de son époque, mais il sert une cause presque impossible. Il comprend trop bien le monde tel qu'il est, et choisit malgré tout de défendre cet idéal. C'est pour ça qu'il est grand, et c'est pour cela qu'il est tragique. Il existe un épisode qui résume Zhuge Liang mieux que les autres. Une victoire sans combat. Nous sommes bien après la falaise rouge, durant les campagnes contre le Wei. Zhuge Liang est dans une situation critique. La majorité de ses troupes est absente, la ville qu'il occupe est presque vide, et une armée ennemie approche, menée par Sima Yi. Toute logique militaire dit une chose, la fuite ou la mort. Zhuge Liang fait l'inverse. Il ordonne d'ouvrir les portes de la ville, de balayer les rues, de retirer toute trace de défense. Puis, il monte sur les remparts, s'assoit calmement et se met à jouer du chin, une sitar. Quand Sima Yi arrive, il voit une ville grande ouverte, silencieuse, et un homme seul jouant de la musique. Il recule, parce qu'il connaît Zhuge Liang. Il sait qu'un homme aussi prudent, aussi méthodique, n'agirait jamais sans raison. Il se dit qu'un piège est forcément dissimulé, que des troupes sont cachées, que l'attaque serait suicidaire. La ville est vide, mais son esprit, lui, est rempli de doutes. Sima Yi bat en retraite, Zhuge Liang gagne, sans combat. Cet épisode illustre parfaitement un principe fondamental de l'art de la guerre. La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Zhuge Liang ne vint pas par la force, il vint par la réputation, par la psychologie, par la connaissance de l'autre. Il ne manipule pas le terrain, il manipule l'esprit. C'est là qu'il touche au sommet de la stratégie, quand la victoire ne dépend plus des soldats, mais de la lecture du monde. La stratégie de la ville vide dit tout de Zhuge Liang.
Il ne cherche pas l'héroïsme ni la victoire éclatante. Il cherche une issue possible. Il accepte de paraître faible pour survivre. Il accepte le risque absolu pour éviter la destruction certaine. Zhuge Liang gagne en laissant l'ennemi se vaincre lui-même. Et c'est peut-être là, plus que dans toutes les autres batailles, qu'il se rapproche le plus de l'idéal de Sun Tzu, le fameux général chinois, auteur de l'art de la guerre. Une guerre où l'intelligence remplace le sang. Cao Cao n'est pas un monstre, il est pire que ça, il est efficace. Quand l'empire Han s'effondre, beaucoup parlent encore de loyauté, de restauration. Cao Cao comprend très tôt que le monde ancien est fini. Il ne s'accroche pas à un ordre dépassé. Il ne cherche pas à sauver une façade. Il cherche à prendre le contrôle du réel. Sa force n'est pas seulement militaire, elle est méthodique. Cao Cao centralise le pouvoir, il réforme l'administration, il sécurise la logistique, il restructure l'agriculture avec des colonies militaires, il recrute les talents, même chez ses ennemis. Peu lui importe leur morale, il veut leur efficacité. Il gouverne au nom des Han, mais il tient l'empereur sous contrôle. Ce geste est fondamental. Cao Cao ne détruit pas l'ordre ancien, il l'utilise. Militairement, il privilégie la discipline, la structure, la rapidité. Il écrase les rébellions, élimine les chefs de guerre isolés, unifie le Nord. Chaque victoire renforce son autorité, chaque défaite devient une leçon. Cao Cao ne cherche pas à être aimé, il cherche à durer. Et sur ce point, il réussit. Cependant, cette efficacité a un prix. Cao Cao gouverne par la peur. Il ordonne des exécutions massives, punit des familles entières, sacrifie des innocents si cela stabilise un territoire. Un épisode marque durablement sa réputation. Lorsqu'il croit le gouverneur Tao Qian responsable de la mort de son père adoptif, Cao Cao lance une expédition punitive. Il ne se contente pas d'attaquer l'armée. Il ravage les villages. Il fait exécuter des civils. Les sources parlent de dizaines de milliers de morts. Cette violence est calculée. Cao Cao veut envoyer un message simple, résister à un prix. Une phrase lui est attribuée, devenue proverbiale. Plutôt trahir le monde que laisser le monde me trahir. Qu'elle soit exacte ou reconstruite, elle résume parfaitement son image. Cao Cao accepte ce que les autres refusent d'assumer. Le pouvoir exige parfois l'inhumain. Là où Liu Bei pleure les morts, Cao Cao les compte. Là où Zhuge Liang calcule pour éviter la destruction, Cao Cao frappe pour empêcher toute résistance future. Et dans la mémoire collective chinoise, ça ne passe pas, parce que l'histoire ne célèbre pas que les vainqueurs. Elle célèbre ceux qui incarnent une vertu. Mais Cao Cao gagne trop froidement, trop lucidement, sans justification morale. Une phrase célèbre lui est consacrée, et qui est très utilisée encore de nos jours. Quand on parle de Cao Cao, Cao Cao arrive. C'est l'équivalent direct de quand on parle du loup chez nous. Et pourtant, Cao Cao n'est pas un simple tyran sanguinaire. Les chroniques le décrivent comme un homme au regard perçant, à la voix ferme, au tempérament imprévisible. Il rit facilement, s'emporte brutalement, inspire à la fois crainte et admiration. Il est aussi poète. Il écrit des vers mélancoliques sur la brièveté de la vie, sur la vieillesse, sur la mort qui approche. Il sait que tout ce qu'il bâtit est fragile et il sait reconnaître la valeur. Un jour, quand il capture Guan Yu, symbole absolu de loyauté, Cao Cao ne l'humilie pas. Il l'honore, il le traite comme un égal, lui offre titre, richesse et respect. Pas par bonté, mais par lucidité. Cao Cao comprend que le courage et la loyauté existent. Quand Guan Yu choisit malgré tout de rejoindre Liu Bei, Cao Cao pourrait le faire exécuter. Il ne le fait pas. Il le laisse partir. Un geste inutile militairement, mais révélateur. Cao Cao n'est pas aveugle à la vertu. Il refuse simplement d'en faire le centre du pouvoir. Une autre anecdote célèbre. Fuyant une région ennemie, Cao Cao est hébergé par une famille. Entendant des conversations nocturnes, il croit à un complot.
Il fait massacrer toute la maisonnée. Plus tard, il découvre la vérité. Il parlait simplement d'abattre un cochon pour le repas. Vrai ou non, elle résume son choix fondamental. Mieux vaut être coupable que mort. Cao Cao ne détruit pas par plaisir, il détruit pour prévenir. Et c'est précisément ce pragmatisme radical qui le condamne dans la mémoire collective. Deux visages, une même époque. Zhuge Liang incarne ce que le monde devrait être. Cao Cao incarne ce que le monde est devenu. L'un refuse de salir ses mains quitte à perdre, l'autre les salissant hésiter quitte à être haï. Et si leur opposition marque autant l'histoire, ce n'est pas parce qu'ils sont des ennemis classiques, mais parce qu'ils sont les deux seuls à lire le monde tel qu'il est et à en tirer des conclusions radicalement opposées. Tous deux comprennent que l'Empire Han est mort. Tous deux voient que la morale est devenue un outil, que la peur, la discipline et l'efficacité gouvernent désormais. Mais là où Cao Cao décide d'assumer cette vérité, d'en faire un principe de pouvoir, Zhuge Liang refuse qu'elle devienne une justification morale. Et c'est pour cela que leur affrontement n'est pas militaire, il est philosophique. Liu Bei n'est pas un génie stratégique, il n'est pas un tyran efficace. Il est souvent en fuite, souvent battu et dépendant des alliés. Les sources le décrivent comme un homme grand, au port digne, au regard grave. Il parle lentement, il pleure facilement. Ce détail revient souvent, presque trop souvent. Comme si les chroniqueurs voulaient qu'on se souvienne de lui ainsi. Un homme qui ressent, un homme qui souffre. Liu Bei se présente comme un descendant lointain de la famille impériale Han. Liu Bang, un paysan devenu empereur. Le premier empereur de la dynastie Han. Cette filiation est probablement réelle, mais politiquement faible. Elle ne lui donne aucun pouvoir concret, seulement une chose, une légitimité morale. Et Liu Bei va s'y accrocher toute sa vie. Il se veut le défenseur des Han, le restaurateur de l'ordre juste, celui qui gouvernera par la vertu plutôt que par la peur. Mais le problème, c'est que le monde dans lequel il vit ne récompense plus ce type d'homme. Militairement, Liu Bei perd souvent. Il dépend de généraux plus brillants que lui. Il doit sa survie à ses alliances. Il abandonne des villes, il fuit des territoires. Et pourtant, à chaque défaite, Liu Bei gagne quelque chose que ses ennemis ne comprennent pas. La loyauté. Ses hommes le suivent parce qu'il est fidèle. Fidèle à ses serments, fidèle à ses frères d'armes, fidèle à l'idée qu'un souverain doit servir avant de régner. C'est cette constance morale qui le rend dangereux à long terme. Zhuge Liang le comprend immédiatement. Liu Bei n'est pas l'homme qui gagnera par la force, mais il est l'homme autour duquel un mythe peut se construire. Un pouvoir qui ne repose pas sur la peur, mais sur l'adhésion. Un pouvoir qui survit même à la défaite. Mais cette morale a un prix. Quand Liu Bei agit par émotion, notamment après la mort de Guan Yu, tout bascule. Il lance une campagne de vengeance contre le royaume de Wu. Il ignore les avertissements de Zhuge Liang. Il refuse la patience. Il cède à la colère. La défaite est totale. L'armée est détruite. Le rêve s'effondre une fois de plus. Liu Bei meurt peu après. Brisé, il n'a jamais réunifié la Chine. Il n'a jamais vraiment gagné. Et pourtant, l'histoire le retient. Pas comme un conquérant, pas comme un stratège, mais comme une incarnation de la vertu. Il y a un serment. Le serment du jardin au péché. Vivre et mourir ensemble. Nous sommes vers l'an 184. La révolte des turbans jaunes éclate. L'empire Han vacille. Les lois ne protègent plus. Les armées pillent, les villages brûlent. C'est le chaos. Dans ce monde sans espoir, trois hommes se rencontrent. Liu Bei n'est encore personne. Un marchand de sandales de paille, pauvre, sans rien, mais habité par une idée simple, presque dangereuse. Le monde ne doit pas finir comme ça. Zhang Fei est son inverse. Brutal, colérique, riche boucher de son état. Il parle fort, il boit, il frappe vite. Un homme de feu dans un monde qui brûle. Guan Yu, lui, se tient à part. Grand, silencieux, regard droit. Un homme déjà en exil.
recherché pour avoir vengé une injustice. Ils ne se ressemblent pas, mais ils partagent une chose rare. Ils refusent de plier. Dans un jardin de pêcher en fleurs, ils sacrifient un bœuf et un cheval. Ils brûlent de l'encens, ils s'agenouillent et ils jurent. Nous ne sommes pas nés le même jour, mais nous jurons de mourir le même jour. Que le ciel et la terre en soient témoins. Ce serment n'est pas une métaphore. Dans la Chine des Han, un serment de ce type engage les ancêtres, le ciel et l'ordre moral de l'univers. Rompre ce pacte, c'est perdre la face, la protection du ciel et le droit d'être appelé homme. À cette époque, malgré le chaos qui sème le désespoir, la loyauté personnelle reste sacrée. Le serment crée une famille plus forte que le sang, une dette que la mort ne peut effacer. Guan Yu en devient l'incarnation parfaite. Capturé par Cao Cao, traité avec respect et couvert d'or, de titres, il accepte, mais ne se soumet pas. Il pose une condition. Je sers les Han, et dès que je connaîtrai la position de Liu Bei, je partirai. Cao Cao le sait et il le laisse partir, parce qu'ils connaissent tous la règle. On ne brise pas un serment de ce type, on ne peut que le respecter. En 219, Guan Yu tombe. Général redouté, respecté même par ses ennemis. Symbole vivant de la loyauté absolue. Mais cette loyauté devient rigidité. Chargé de défendre la province de Qing, Guan Yu méprise Sun Quan, refuse la diplomatie, agit comme si l'alliance était éternelle. Le Wu change de camp, s'allie avec le Wei. Cao Cao observe, la tenaille se referme. Guan Yu et son fils sont encerclés, capturés, puis exécutés par Sun Quan. Il refuse de se soumettre, il meurt droit. Sa mort dit une chose simple et terrible. L'honneur protège l'âme, pas le pouvoir. Sa mort n'est pas seulement militaire, elle est cosmique. C'est ainsi que Guan Yu devient un dieu. Zhang Fei ne s'en remet pas de la mort de son frère juré. Obsédé par la vengeance, il devient violent, incontrôlable. Ses propres hommes l'assassinent. Liu Bei ne meurt pas sur un champ de bataille, il meurt brisé. Après la mort de Guan Yu, il abandonne la prudence. Il choisit la vengeance contre Sun Quan. Zhuge Liang n'est pas là. Les avertissements sont ignorés. La bataille de Yingling est un désastre. L'armée brûle, les rêves aussi. Liu Bei survit, mais il n'est déjà plus un empereur, malade, affaibli, conscient de son échec. Avant de mourir, il confie son fils à Zhuge Liang et lui offre le trône s'il le juge nécessaire. Liu Bei incarne la tragédie du héros moral, juste, mais incapable de gagner le monde qu'il voulait sauver. Ils n'ont pas vécu ensemble, mais ils sont morts liés. Et le serment ne s'éteint pas avec eux. Leur fils tente de le prolonger. Guanxing, Jiang Bao, ils jurent à leur tour de servir le Shu. Même affaibli, même condamné, le royaume de Shu se pense comme une famille morale, pas comme un État. C'est pour ça que sa chute est si douloureuse. Les trois royaumes ne parlent pas seulement d'une lutte de pouvoir. Ils posent une question plus ancienne. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu jusqu'au bout? Cao Cao répond la survie. Zhuge Liang répond l'ordre. Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei répondent la fidélité même si elle tue. C'est en tout cas ce qui s'inscrit dans la mémoire collective. Pour comprendre ce que vaut la loyauté, il faut regarder ce qui se passe quand elle n'existe pas. Le parfait archétype et qui était présent durant cette période, c'est Lu Bu, la force, sans fidélité. Tous les guerriers de cette époque ne choisissent pas la loyauté. Certains choisissent la force brute. Lu Bu est sans conteste l'homme le plus fort de son temps. Les chroniques sont unanimes. En combat singulier, il est presque invincible. Son nom inspire la peur. Sa présence peut faire basculer une bataille. Et pourtant, Lu Bu ne jure fidélité à personne.
il change de camp, il change de maître, il change de cause encore et encore. Il trahit et tue son premier père adoptif, Jing Yuan. Puis, il assassine Dong Zhuo, son second père adoptif, l'homme qu'il a élevé et couvert d'honneur. Puis, il se retourne contre ses alliés. Puis, il est abandonné à son tour par ses propres soldats. La force impressionne, mais elle ne retient personne. Lu Bu ne manque ni de courage ni de talent. Il manque d'une chose essentielle, une cause plus grande que lui. Dans un monde déchiré par la guerre civile, la force seule ne suffit pas. Il faut une cause, un pacte. Lu Bu n'en a aucune. Il ne sert que lui-même. Quand il est finalement capturé par Cao Cao, Lu Bu supplie. Il propose ses services, il offre sa force, il jure de se battre pour lui. Cao Cao hésite. Alors, Liu Bei intervient. Il lui rappelle le sort de ses pères adoptifs. 2 pères, 2 trahisons, 2 morts. Et Cao Cao comprend. Il sait une chose simple. Un homme qui a trahi tous ses maîtres trahira encore. Lu Bu est alors exécuté. Il meurt sans héritier, sans disciple. Il ne devient ni un modèle ni un dieu. Il disparaît. Au départ, je ne voulais pas raconter toute la période des 3 royaumes. Je voulais m'arrêter avant 220, à l'époque où tout se joue encore. Quand les grandes figures sont vivantes, quand les choix comptent, quand une bataille, une alliance, une trahison peuvent encore faire basculer le monde. Parce que c'est là, pour moi, que tout est le plus riche. Les stratégies, les décisions impossibles, les personnages et surtout ce qu'ils incarnent. Même philosophiquement, c'est une période vertigineuse. Après 220, le décor est planté, les royaumes existent, les lignes sont tracées, et le temps suit son cours. Les événements deviennent plus linéaires, plus prévisibles, comme si l'inévitable avait déjà gagné, et que plus rien ne pouvait vraiment l'arrêter. Pour être honnête, et pour que l'épisode soit complet, je ne pouvais pas m'arrêter là. Alors cette période, de 220 à 280, je vais la survoler, en montrer les lignes de force sans m'y attarder. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, je laisserai des références. Parce que parfois, ce n'est pas la fin qui est la plus intéressante. C'est le moment où tout aurait pu encore être différent. La bataille de la Falaise Rouge est une défaite cuisante pour Cao Cao. C'est un effondrement. Il perd sa flotte, son armée est décimée. Il abandonne toute ambition sur le sud, l'illusion même d'un jour de réunifier la Chine. À partir de là, le monde se fige. Un équilibre instable se met en place, fragile, durable dans la violence. Malgré la défaite, Cao Cao reste l'homme le plus puissant de Chine. Il contrôle le nord, réorganise l'armée, renforce l'État. Il gouverne toujours au nom des Han. Liu Bei, après sa victoire, une question devient centrale. Où s'installer durablement? Liu Bei n'a toujours pas de base solide. Avec l'aide de Zhuge Liang, il s'empare progressivement de la province de Qing, puis vise un territoire plus sûr, le Sichuan. Entre 212 et 214, il s'empare du Sichuan, le territoire gouverné par Liu Zhang. La prise est habile par la patience et par l'usure. C'est la signature de Zhuge Liang. Pour la première fois, Liu Bei possède un véritable royaume, un sol, une administration et un avenir possible. De son côté, Sun Quan est souvent mal compris, parce qu'il ne correspond à aucun archétype confortable. Il n'est ni un héros moral, ni un tyran visionnaire. Sun Quan ne cherche pas à changer le monde, il cherche à tenir. Pendant que les autres rêvent d'empire, lui consolide le sud. Il renforce le contrôle du bas Yangtze, développe une flotte redoutable, stabilise son administration. Le royaume de Wu devient un état solide, maritime, défensif, durable. Sans Sun Quan, pas de falaise rouge, pas de survie du Shu, pas d'équilibre durable. Il n'est pas au centre du récit, mais sans lui, le récit s'effondre.
En 219, c'est une année clé. Tout se fissure. La mort de Guan Yu. Sun Quan, inquiet, change de camp. S'allie temporairement avec Cao Cao. Guan Yu se retrouve isolé, encerclé, capturé. Il est exécuté. Sa mort marque la rupture de l'alliance fondatrice Shu et Wu. Liu Bei bouleversé ne raisonne plus. Il veut venger son frère juré. En 220, c'est la fin des Han. Cao Cao meurt. Son fils Cao Pi agit immédiatement. Il force l'abdication du dernier empereur Han, fonde le royaume de Wei, se proclame empereur. L'empire Han disparaît officiellement après plus de 400 ans. Et c'est là que commence officiellement la période des trois royaumes. De 221 à 223, Liu Bei refuse de reconnaître le Wei. Il se proclame empereur du Shu Han, affirmant être le seul héritier légitime des Han. Puis, il attaque Sun Quan pour venger Guan Yu. Zhuge Liang n'est pas là. Les conseils sont ignorés. Sun Quan confie la défense à Lu Xun, qui utilise le terrain, la chaleur et le feu. L'armée de Shu est détruite. Liu Bei survit, mais il perd tout ce qu'il avait réussi à construire. En 223, il s'éteint. Avant de mourir, il confie son fils Liu Chan à Zhuge Liang et lui offre le trône en prononçant ces paroles. « Si mon fils est incapable, prends le pouvoir. » Zhuge Liang refuse. De 223 à 234, Zhuge Liang devient le véritable pilier du Shu. Il gouverne sans être empereur, il réforme l'administration, lance plusieurs campagnes contre le Wei, maintient un état fragile en vie. Zhuge Liang mène plusieurs campagnes contre Wei. Elles sont brillantes stratégiquement, mais limitées matériellement. Il ne peut gagner. Il peut seulement retarder l'inévitable. En 234, il meurt sur le front à Wuzhang. Pas vaincu, mais d'épuisement. Sans palais, sans héritier, sans trône. Sa mort est la plus silencieuse, et peut-être la plus lourde de sens. Comprendre le monde ne garantit pas d'y triompher. Avec Zhuge Liang disparaît la dernière illusion, celle qu'un homme peut encore comprendre le monde assez bien pour le guider. À partir de ce moment, les royaumes continuent d'exister. Les armées se déplacent encore, les empereurs règnent toujours, mais quelque chose a disparu. Les figures fondatrices ne sont plus là. Il ne reste que leurs héritiers et leur structure. À partir de maintenant, les royaumes ne tombent plus par défaite. Ils tombent par l'usure. Le Shu survit sans vision. Liu Chan règne longtemps. Sans cruauté, sans génie. Il délègue, il se repose. Il écoute mal. Il est même effacé. Progressivement, le pouvoir réel glisse vers les courtisans, les eunuques, les factions de cour. Comme un air de déjà-vu. Jiang Wei est l'héritier intellectuel de Zhuge Liang. Il en reprend les méthodes, il en imite la stratégie. Mais il lui manque tout le reste. Il n'a ni les moyens, ni le prestige, ni la légitimité. Il lance à répétition des expéditions vers le nord, mais ces campagnes épuisent le royaume, n'apportent aucun gain durable. En 263, le royaume de Wei lance une offensive décisive. Deux généraux mènent l'opération. Deng Ai, Zhang Hui. Ils empruntent des routes jugées impraticables. Ils contournent les défenses. Le Shu est pris de vitesse. Liu Chan se rend sans combattre. Le royaume disparaît. Emmené à Luoyang, Liu Chan vit paisiblement sous le régime vainqueur. Lors d'un banquet, on joue la musique du Shu. Les anciens pleurent, Liu Chan reste calme. On lui demande s'il regrette son royaume. Il répond simplement « Ici, je suis heureux ». Cette phrase devient proverbiale. Le Shu ne meurt pas dans le sang. Il s'éteint par fatigue, par l'usure. Après Cao Cao, le Wei survit longtemps, mais son héritage se délite. Les empereurs de la famille Cao règnent sans gouverner. Le pouvoir réel glisse vers les clans militaires. Le Wei devient ce que les Han étaient devenus avant lui, un empire de façade, un trône vidé de sa substance. Un homme émerge dans l'ombre, Sima Yi.
En 249, Sima Yi élimine ses rivaux politiques. À partir de là, l'empereur règne, mais la famille Sima gouverne. Le Wei devient une coquille vide. En 265, Sima Yan, petit-fils de Sima Yi, force l'abdication du dernier empereur du Wei, Cao Huan, arrière-petit-fils de Cao Cao. Comme les Han avant lui, le Wei disparaît par abdication. La dynastie Jin est fondée. Le cycle recommence. Sun Quan survit à tous les autres fondateurs. Il règne longtemps, jusqu'à un âge avancé. Mais sa fin de règne est chaotique. Lutte de succession, purge interne, méfiance permanente. Il change plusieurs fois d'héritier. Il affaiblit lui-même l'équilibre qu'il avait construit. Après Sun Quan, les empereurs de Wu sont instables, mal conseillés, enfermés dans la peur des complots. Le royaume se replie sur lui-même. En 280, la dynastie Jin frappe. Wu est isolé, seul. Le royaume tombe. À force de se combattre, les trois royaumes se sont mutuellement détruits. Chacun a affaibli l'autre, jusqu'à laisser la place à un nouveau venu. Un quatrième pouvoir émerge. La Chine est réunifiée, mais le cycle recommence. Quand le triangle infernal s'effondre en 280, la Chine est réunifiée. L'ordre revient, un nouvel empire se lève. Mais ce n'est pas une fin, c'est un cycle. Cao Cao a gagné le réel, mais pas la mémoire. Liu Bei a gagné la mémoire, mais pas le monde. Zhuge Liang a compris le monde, sans jamais le conquérir, pour son idéal. Aucun n'a vraiment gagné, mais tous ont révélé une vérité. Les trois royaumes ne parlent pas de conquête. Ils parlent de choix incompatibles, de volonté inaccessible. Quand les figures disparaissent, il ne reste que des structures, l'administration, la stabilité et l'usure. L'histoire continue, mais la légende s'éteint. Les anciens avaient une phrase pour décrire ce mouvement, simple, implacable. Ce qui a longtemps été divisé finit par s'unifier. Et ce qui a longtemps été unifié finit par se diviser. Et nous, aujourd'hui, quand le monde se brise, cherchons-nous à le dominer, à le sauver, ou simplement à le comprendre? En préparant cet épisode, j'ai écouté beaucoup de podcasts, lu des historiens, regardé des analyses, et très souvent, un mot revenait. Monstre. Les hommes des trois royaumes seraient des monstres, cruels, violents, inhumains. Et là, je me suis arrêté. Pas parce que ces hommes seraient bons, mais parce que qualifier ces hommes de monstres est intellectuellement paresseux. Pourquoi ? Parce que ce mot efface tout le reste. Il efface le contexte, il efface la civilisation, il efface les règles du monde dans lequel ils vivaient. On est au IIIe siècle. L'empire s'effondre, la guerre est permanente. Les famines, les massacres, les déplacements de population sont quotidiens. La loi ne protège plus personne et la mort est partout. Dans un monde comme ça, les alliances se font et se défont. La loyauté est conditionnelle. Rompre un pacte n'est pas une faute morale au sens moderne. C'est souvent une stratégie de survie. Même Liu Bei, le héros vertueux, compose, fuit, recule, change d'alliance pour ne pas disparaître. Est-ce que ça fait de lui un traître? Ou simplement un homme qui refuse de mourir inutilement? Juger ces hommes avec nos standards modernes, sans comprendre leur culture, leur cosmologie, leur rapport au destin, c'est comme juger une bataille sans regarder le terrain. C'est prendre une coquille vide et prétendre y lire une vérité. Et surtout, ce monde n'est pas une exception. Si on avance de 1000 ans, dans l'Europe médiévale, on trouve des chasses à l'homme, des massacres religieux, des populations entières exterminées au nom de Dieu, du sang ou du droit. Étaient-ce des monstres ou des hommes pris dans un système de violence normalisé? Et si on regarde notre époque, soyons honnêtes,
Les monstres existent, les tueurs en série, les criminels qui s'en prennent à nos enfants, la violence gratuite, sans cause, sans nécessité. Mais ce n'est pas de cela dont on parle ici. Les hommes des trois royaumes ne sont pas des prédateurs isolés. Ils sont les produits d'un monde effondré. Ils ne choisissent pas la violence par plaisir. Ils y sont plongés. Oui, il y a des exécutions. Oui, c'est brutal. Mais ce n'est pas un monde sadique, c'est un monde tragique. Les trois royaumes ne racontent pas des monstres. Ils racontent ce que devient l'humanité quand la guerre n'est plus une exception, mais un état permanent. Et la vraie question n'est pas « étaient-ils bons ou mauvais ?» La vraie question est « qu'aurions-nous fait à leur place ?» Dans cette réflexion personnelle, je veux aller un peu plus loin dans l'interprétation, parce que les trois royaumes ne sont pas seulement une période historique, ce sont des archétypes. La richesse des trois royaumes vient des figures humaines qu'ils mettent en scène. Des figures que l'on retrouve encore aujourd'hui. On aime croire que la stratégie appartient au passé, aux champs de bataille, aux empereurs, aux livres d'histoire. Mais aujourd'hui encore, ceux qui parlent le plus fort ne gagnent pas toujours. Et ceux qui crient à la morale, sans plan, disparaissent vite. Regardez autour de nous. Les dirigeants, la politique, les réseaux sociaux, le monde du travail. Le décor a changé, les outils ont changé. Mais la logique, elle, est restée la même. Les trois royaumes ne sont pas un passé mort. Ils sont une cartographie humaine encore active. Le premier archétype, le plus froid, le plus lucide, le plus dérangeant aussi, c'est le pouvoir. Le pouvoir comme capacité de domination. C'est Cao Cao, celui qui accepte la violence du monde sans chercher à la justifier. Cao Cao est sans doute le personnage le plus mal compris et paradoxalement le plus moderne. Cao Cao ne veut pas être aimé. Il ne veut pas être vertueux. Il veut que le monde cesse de lui échapper. Il comprend une chose, simple. Dans un monde qui s'effondre, ceux qui hésitent meurent. Alors, il choisit de dominer, d'imposer un ordre, même imparfait, même brutal, quitte à être craint, quitte à être haï, quitte à être mal compris pendant des siècles. Cao Cao n'est pas un tyran par plaisir, c'est un tyran par nécessité. Il est la première réponse au chaos, et cette réponse s'appelle le pouvoir. Cao Cao représente la stratégie pragmatique, l'efficacité avant la vertu, le pouvoir comme outil, pas comme une récompense morale. Cet archétype aujourd'hui, ce sont les managers froids, mais efficaces. Les leaders critiqués, mais incontournables. Les États qui agissent sales pour survivre. Ou pour unifier un territoire. Le deuxième archétype, c'est celui du silence qui en dit long. Celui qui voit par-delà des montagnes et qui anticipe. Comme un joueur d'échecs qui joue contre le chaos. Son vœu le plus cher est de répandre un idéal. Mais c'est un idéal trop utopique pour son monde. C'est Zhuge Liang. C'est le personnage central de cet épisode. Il représente la stratégie avant la force, la patience contre la brutalité et l'intelligence comme arme morale. Sur le papier, c'est séduisant. Humainement, c'est juste. Philosophiquement, c'est rassurant. On aimerait croire que le juste gagne toujours, que l'intelligent triomphe forcément. Mais l'histoire est cruelle. Être lucide, avoir raison, être moral, ne garantit pas la victoire. Zhuge Liang le sait, et pourtant il avance. Il incarne ceux qui pensent à long terme, les architectes de systèmes, les stratèges invisibles, ceux qui façonnent le monde en restant anonymes. Il y a aussi ces personnes sur une plus petite échelle, qui réfléchissent, qui pensent le monde, ils écrivent, ils racontent, et je l'avoue, je me sens proche de ce cercle. Mais leur impact est lent, souvent invisible. Il se mesure sur des générations, au-delà de la condition humaine. Le troisième et dernier archétype, c'est la vertu. C'est le plus tragique de tous. C'est la morale à tout prix, la loyauté comme chemin de vie. Ils sont trois frères jurés,
3 destins brisés. Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei. Ils incarnent l'honneur traditionnel, la vertu confucéenne, la fidélité transmissible. Et paradoxalement, ce sont eux que l'histoire retient le plus. Liu Bei et Zhang Fei sont honorés. Guan Yu est divinisé. Leur pacte fraternel dépasse leur vie. Le serment du jardin des péchés devient culturellement plus vrai que le réel. Pourquoi ? Parce qu'il dépasse les individus. Chaque fils jure fidélité, chaque héritier hérite d'un devoir autant que d'un nom. Aujourd'hui, ce pacte devient un modèle pour les sociétés secrètes, pour les fraternités militaires, pour la littérature populaire. On ne jure pas pour gagner. On jure pour ne pas se trahir soi-même. Mais pourquoi seul Guan Yu est divinisé ? J'ai gardé le meilleur pour la fin, mon préféré. Guan Yu meurt en 219. Et pourtant, son histoire ne s'arrête pas là. En Chine, mourir n'est pas disparaître. Mourir, c'est parfois changer de statut. Très vite, quelque chose d'étrange se produit. Des rumeurs circulent. Des villageois racontent que son esprit protège les routes. Des marchands prient son esprit. Des soldats affirment l'avoir vu en rêve. Des temples apparaissent. On ne parle plus d'un héros. On parle d'une présence. Guan Yu devient divin parce qu'il incarne la loyauté. Dans la culture chinoise, la vertu suprême n'est pas la victoire, mais la loyauté. Guan Yu incarne cette vertu à un niveau absolu. Il sert Liu Bei sans jamais hésiter. Il refuse de rester au service de Cao Cao malgré richesse et honneur. Il accepte la mort plutôt que la compromission. Il prouve une chose essentielle. La morale peut survivre au chaos. Dans un monde déchiré par la guerre civile, c'est exactement ce que les hommes veulent croire. Guan Yu incarne les 3 vertus cardinales. Le Yi, la loyauté morale plus fort que la loi. Le Qin, la parole tenue même quand elle coûte. Et le Yong, le courage sans calcul. Il meurt parce qu'il refuse de trahir ses principes. Et c'est précisément pour cela qu'il devient Guandi, le dieu de la guerre. Des sanctuaires apparaissent spontanément. Voyant que le culte pour Guan Yu se répand dans tout le pays, l'État comprend l'intérêt. Chaque dynastie récupère Guan Yu. Les Tang en font un esprit protecteur. Les Song en font un modèle de loyauté confucéenne. Les Ming et les Qing l'élèvent au rang de dieu officiel. Et ces titres s'allongent. Empereur Guan, saint de la guerre, protecteur de l'Empire. C'est pour moi un paradoxe fascinant. Guan Yu a servi un camp perdant. Il a échoué dans ses dernières campagnes. Il a été capturé, exécuté. Et pourtant, il est le seul personnage des 3 royaumes, vénéré par les Confuciens pour sa loyauté, respecté par les militaires pour son courage, adoré par les marchands pour son sens de l'honneur, et intégré au taoïsme et au bouddhisme. Même Cao Cao le respecte après sa mort. Il fait rapatrier sa tête avec des honneurs. Il ordonne des funérailles dignes d'un grand homme. Car Cao Cao le sait, certains hommes ne peuvent pas être utilisés, ils ne peuvent qu'être honorés. Au fil des siècles, Guan Yu devient Guandi. Son image se fige, grande barbe, regard sévère, posture droite, arme à la main. Il ne sourit pas, il juge. Dans les temples, il ne protège pas les innocents, il protège les justes. On ne lui demande pas de gagner. On se demande, serais-je digne de le regarder en face ? Dans les triades, les guildes marchandes, les serments secrets, on jure devant Guan Yu. La Chine n'a pas divinisé le plus fort. Elle a divinisé le plus constant. Dans un monde où tout se trahit, Guan Yu devient la preuve qu'un homme peut rester droit, même quand cela le condamne. Et c'est pour cela que les 3 royaumes ne sont pas seulement une période historique. Ce sont une mythologie morale pour les générations à venir.